Alors, Christian Vigatine, vous êtes le petit-fils du maréchal Franchet Defray. Pour nous, organisateurs du colloque, votre présence ici à Salonique et votre participation aux travaux du colloque nous procure un immense plaisir. Pourriez-vous commencer à nous donner quelques données sur le caractère et sur la personnalité de votre grand-père? Alors Yanis Morello, je vous remercie beaucoup de m'avoir invité à ce colloque international parce que pour moi il matérialise la possibilité pour les armées alliées en Orient, que ce soit des Français, des Britanniques, des Grecs, des Russes, des Américains, des Bulgares, des Roumains, de ne pas être oubliés au niveau de tous nos grands-pères, ou nos arrière-grands-pères, voire nos arrière-arrière-grands-pères, pour les temps futurs, pour la mémoire, de façon à ne pas refaire les mêmes erreurs que par le passé. Alors la personnalité de Desperrey repose sur deux caractéristiques essentielles. C'est une santé de fer. Pour pouvoir mener les hommes, il faut être devant eux, quelle que soit l'heure du jour et de la nuit, en leur disant en avant, suivez-moi. Donc une santé de fer. Et ensuite, il faut pouvoir mémoriser toutes les données permettant de savoir où on va et ce qu'on va faire. Donc c'est une mémoire d'éléphant. Donc les deux caractères essentiels, les deux qualités essentielles de Desperrey, c'est une santé de fer et une mémoire d'éléphant. Et je pense que c'est pour cette raison qu'il a été choisi par Clémenceau et Poincaré pour prendre le relais, je dis bien prendre le relais du général Guillaume en juin 1918, de façon à pouvoir réaliser le contournement de la triple entente par le front des Balkans. Quelle est la portée de la percée de septembre 1918 sur la fin du conflit? Alors, de façon très brève, comme je l'ai expliqué lors de ma conférence, ça a été de provoquer l'écroulement de l'Autriche-Hongrie et par conséquent de déstabiliser complètement le flanc gauche de la triple entente. Alors si on regarde la percée choisie sur un front de 300 km, percée choisie sur un front de 300 km, c'était au cœur du massif de la Moglena, qui était moins défendu que les vallées du Vardar à l'est et la vallée de la Sierna à l'ouest. Donc les Bulgares et les Allemands ne les attendaient pas dans cette région, bien que cette région ait été fortement bétonnée, mais il y en avait moins que dans la vallée de la Sierna et dans la vallée du Vardar. Donc l'attaque se produit là où personne ne l'attend. Exactement. Alors c'est très important de bien retenir ce fait, car ce fait de pouvoir percer là où personne ne les attend, ça se reproduira. L'histoire verra cette reproduction dans sa poursuite de l'histoire. Et le général Moussiger, qui était chef du bureau opération des armées alliées en Orient, en 1900, alors exactement, c'est en 1940, le 12 mai 1940, le général Moussiger va se retrouver face à la partie sud-est des Ardennes, à hauteur de Sedan. Il commande la deuxième armée et il pense en disant il n'y a pas de problème, il y a le massif des Ardennes, donc c'est montagneux, il y a des bois, il y a une coupure à franchir, à savoir la Meuse. Ensuite, il y a le canal des Ardennes, personne n'attaquera dans le secteur, je suis tranquille, il y a la ligne Maginot qui est un petit peu plus loin, je ne demande pas de renforcement, ça va marcher.
Et manque de bol, les Allemands m'ont percé par là. Je sais que vous êtes très intéressé par la reproduction des lieux de mémoire et de monuments de guerre en 3D. Pouvez-vous nous en parler? Oui, alors en tant qu'artilleur, j'ai été habitué à travailler beaucoup avec des photos aériennes pour pouvoir avoir un excellent camouflage par rapport à nos systèmes d'armes lorsqu'ils étaient au sol. Donc au sol, l'artillerie tire des coups de canon, elle en tire un maximum pendant un minimum de temps. Et pendant ce minimum de temps, il faut qu'elle soit très bien camouflée. Et pour être très bien camouflée, pour vérifier ce camouflage, lorsque vous entraînez en manœuvre, vous aviez des avions d'armée de l'air qui passent, qui font des photos aériennes. Donc ça permet de voir tout de suite les erreurs de camouflage. Donc voyant la qualité de ces images, je me suis dit ce serait intéressant au niveau de la mémoire vis-à-vis de nos enfants, de nos petits-enfants et de nos arrière-petits-enfants, de pouvoir leur montrer en 3D des lieux de mémoire qu'ils peuvent déjà voir en utilisant Google Earth. Les Google Earth, ce sont des photos satellites, donc on voit ça atomique. On voit l'emplacement du carré français, l'emplacement du carré serbe, l'emplacement du carré anglais, mais on ne voit pas les monuments correspondants. Donc la première chose que j'ai faite, c'est pour le carré français de refaire en 3D avec un gratte-ciel qui s'appelle SketchUp, de refaire l'hôtel des 8200 poilus français qui sont enterrés dans le cimetière, de reconstruire en 3D la magnifique chapelle et surtout, cher à mon cœur, la stèle aux aviateurs, l'aviation à l'époque étant constituée par des aviateurs travaillant pour l'armée de terre et des aviateurs travaillant pour la marine pour essayer de trouver les sous-marins pour les bombarder, les empêcher de couler les cargos qui avaient le ravitaillement. Donc, dans un premier temps, reconstituer en 3D les monuments français, des monuments serbes ou des monuments grecs qui sont asymptomiques. Et dans un deuxième temps, à partir de ces fichiers, avec les technologies d'impression 3D, on peut réaliser des maquettes qui permettent de voir à quoi ressemble le monument sans être sur place. Monsieur Ligatine, je vous remercie infiniment. Merci Yanis Morelos de m'avoir invité et de m'avoir donné l'occasion de poursuivre ce devoir de mémoire que j'ai jusqu'à Thessalonique avec tous les autres participants qui, comme moi, ont eu un grand-père ou un arrière-grand-père qui s'est battu sur les 4 théâtres d'opération de la Première Guerre mondiale. Merci beaucoup. Bon.